f tel que f carré plus 2f égale l'identité. Et on vous demande de montrer que f est bijectif et de déterminer sa bijection réciproque. Alors, أول حاجة في les exercices sur les espaces vectoriels, il faut regarder la dimension de l'espace. Est-ce qu'on est en dimension finie ou en dimension quelconque? La nature de la réponse diffère avec la nature de la dimension. D'accord? Là, on est en dimension quelconque. D'accord? Donc, pour démontrer que f est bijective, on fait appel à la propriété suivante. Je suis en train de parler de ça. D'accord? Lorsqu'on est en dimension quelconque, il faut s'assurer des deux égalités ici. Lorsqu'on est en dimension finie, une seule égalité ne suffit. D'accord? Donc, là, il faut factoriser par f à gauche et à droite. C'est ce qu'on va faire ici. Dans notre égalité, en factorisant par f à gauche d'abord, donc là ça nous laisse un f, et là c'est plus 1, plus quoi? Les gens qui ont envie d'écrire 2, ben ça c'est faux, c'est plus 2 fois l'identité. D'accord? Bien, tout ça égale à quoi? Égale l'identité, et on avait dit l'autre égalité est obligatoire. On factorise cette fois-ci à droite par f, ça nous laisse donc ici 2 fois l'identité plus f. Donc on a f rond g égale, g rond f égale, ça nous permet de passer à la conclusion. F est comment? Est bijectif, et sa bijection réciproque c'est quoi? C'est f plus 2 fois l'identité. Ça y est, ça termine notre exercice. Passons maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, on se place dans R3 et on travaille canoniquement, c'est-à-dire dans la base canonique qu'on avait notée dans l'exercice E1, E2, E3. Vous vous souvenez, c'est le 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et on considère un endomorphisme f qui va envoyer E1 sur quoi? Eh bien sur 2 fois E1 plus 3 fois E3. Alors là, on nous donne que les images des vecteurs de votre base canonique et on vous demande de préciser l'image de n'importe quel vecteur. D'accord? Il suffit de travailler canoniquement. C'est quoi? X, Y, Z, eh bien ce n'est que X fois E1 plus Y fois E2 plus Z fois E3. De sorte que son image c'est quoi? C'est l'image de ça. Et j'utilise ma linéarité. C'est X fois F de E1 plus Y fois F de E2 plus Z fois F de E3. Donc voilà les images. F de E1, F de E2, F de E3. Je n'ai qu'à multiplier la première par X, la deuxième par Y, la troisième, et de faire la somme. Alors je vais travailler verticalement pour récupérer le coefficient de E1, ensuite le coefficient de E2. Je fais attention au décalage. D'accord, voilà, plus 3 fois E3. Là, il n'y a pas de... D'accord, ça nous fera donc E1 facteur de quoi? Eh bien, c'est 2x plus 2y moins z. D'accord? Pour le coefficient de E2, ce sera donc là 0, moins 5 fois y, plus 4 fois z. D'accord? Moins 5 fois y, plus 4 fois z. Quant au coefficient de E3, ce sera 3x, 3y, voilà, plus 3y, plus 6 fois z. D'accord? On peut l'écrire sous forme d'un triplet si vous voulez, hein, 2y moins z, moins 5y plus 4 fois z, et puis 3x plus 3y plus 6z. Donc voilà l'image. On vous demande ensuite de déterminer le noyau de f moins l'identité.
Alors, quand est-ce qu'un x, y, z dans partie d'un noyau, son image en phi de u, le u ici c'est x, y, z, égale à 0. Et je calcule, d'accord? Ça nous donne f de x, y, z moins l'identité appliquée à x, y, z. Et place au calcul. F de x, y, z, vous l'avez, hein, c'est ce triplet-là, d'accord? 2x plus 2y moins z, moins 5y plus 4z, 3x plus 3y plus 6 fois z, et moins l'identité appliquée, alors ça ne change pas votre vecteur, hein. Et ça nous donnera un système, un petit système, alors 2x moins x, ça nous fait un x, plus 2y moins z égale 0, moins 5 moins 6 y plus 4 fois z égale 0. Troisième coordonnée, 3x plus 3y plus 5 fois z égale 0. Système que je suppose que vous savez résoudre, hein. Alors voilà ce que ça donne. Tout calcul fait, on trouve x égale 0, y égale 0, égale 0, z égale 0. Ça veut dire que le noyau qu'on cherche est réduit au singleton 0. Alors, quelle conclusion vous pouvez tirer à partir de là? Vous avez trouvé un noyau égal 0. Interprétation. Eh bien ça veut dire tout simplement que notre application là est comment? Bien, elle est injective. Parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Bien là, on est en dimension finie. On est en train de travailler dans R3, qui est de dimension finie. Alors en dimension finie, qu'est-ce qu'on avait dit sur le caractère injectif, bijectif, voire surjectif pour les endomorphismes? Et on avait dit qu'ils sont équivalents. Je suis en train de parler de cette propriété-là. Lorsqu'on est en dimension finie, ça c'est valable pour les endomorphismes aussi, d'accord? Bijective, il y a injective, il y a surjective, d'accord? D'où f moins l'identité est injective, et donc elle est aussi bijective. Bien. Question. Or, l'autre question, vous la traitez de la même façon, hein. C'est quoi le noyau de f carré plus l'identité? Bien, il y a lieu de préciser le f carré d'abord. Donc, est-ce que vous allez écrire la même chose, hein? X, Y, Z, quand est-ce qu'il appartient à quart de f carré plus l'identité? Eh bien, cette fois-ci, c'est seulement si f carré plus l'identité appliquée à x, y, z égale 0, ce qui vous donnera des calculs. Voilà. Ça c'est f carré x, y, z plus l'identité appliquée à x, y, z égale 0. Et donc il y a lieu de reconnaître c'est quoi ça. Là c'est x, y, z. Non. Donc c'est le f carré de x, y, z qu'il faut calculer maintenant, sachant que vous avez déjà f de x, y. Donc vous revenez sur les calculs, le résultat que vous avez trouvé là. On a déjà f de x, y, z. Pour avoir f carré de x, y, z, il suffit de composer encore une fois par le f. D'accord? Là, on compose ici par f, voilà, f de ça égale f de ça. D'accord? F carré de x, y, z, c'est f de x, y, z, pardon. Et vous remplacez, d'accord? Et tout calcul fait, ça vous donne. Alors, tout calcul fait, voilà ce que ça vous donnera. Donc ça, c'est x moins 9y comme première coordonnée. 12x plus 37y plus 4 fois z. Là, c'est 24x plus 9y plus 45 fois z. C'est juste des calculs, j'ai pas envie de fracasser la tête avec ça. Moins z,
il y avait moins 5y plus 4 fois z. Là, c'était 3x plus 3y plus 6z. Bon, maintenant, pour passer de là à là, les gens qui ont des difficultés, décimer grand X, là c'est grand Y, là c'est grand Z, et appliquer bêtement les règles de calcul. Hein. F de grand X, grand Y, grand Z, il y a 2 fois grand X, plus 2 fois grand Z, Y, moins Z, etc. C'est bon? Oui, on place. Oui, c'est bien la khata. C'est bon? Voilà. Ça lui donnera ça. Et rien ne change. Comme tout à l'heure, ce sera un système ici. Hein. Alors, ce qu'on vient de trouver plus x, ça vous fera donc 2x moins 9y égale 0. On ajoute un y là, ça nous fera donc 12x plus 38y plus 4 fois z égale y, plus z pour la troisième. C'est 24x plus 9y plus 46. Z égale 0. Encore un petit système à résoudre. Et vous commencez à vous familiariser. Hein, l'échelonnement, mettre l'échelonnement. Encore une fois, on trouve juste la solution nulle et ce sera les mêmes conclusions. Hein. F carré plus l'identité est une application bijective. Hein. D'accord? Comment est bijective? Les vecteurs x et x sont liés. On vous demande de montrer qu'il s'agit d'une homothétie. Bon, d'abord, l'interprétation de cette phrase, c'est exactement ce que j'ai écrit là. D'accord? Et ce qu'il faut montrer, c'est que f est une homothétie. Montrer que f est une homothétie, ça revient à montrer l'existence d'un lambda tel que, quel que soit x dans E, f de x égale lambda.x. D'accord? Le 0, il va nous causer des ennuis toujours. Hein. Donc on va l'écarter d'office parce qu'on sait d'office que f de 0 est égal à 0 puisqu'on est face à une application linéaire. Donc l'image de 0, on la connaît très très bien. Donc on va travailler avec des vecteurs qui ne sont pas nuls. Alors, ce qu'il faut montrer, en fait, le lambda ici, il dépend de x. Il faut montrer qu'il ne dépend pas de x. C'est-à-dire que si vous prenez deux vecteurs de E, bon, je dis non nul, hein, voilà, différent de 0, il faut montrer que le lambda x est le même que lambda y. Hein. Comme ça, vous aurez le même coefficient qu'on va noter lambda ici. D'accord? Bon, là, on traite deux cas. Hein. Premier cas, x, y sont liés. Alors ça veut dire que l'un va s'écrire en fonction de l'autre. Et les deux sont supposés non nuls, donc on peut supposer que c'est y qui va s'écrire par exemple mu x. D'accord? Alors, introduisons composant par f. Hein. F de y, c'est f de mu x. Et la linéarité, c'est mu f de x. Et je remplace, d'accord? Je remplace là. Donc ça, c'est lambda y fois y. Et ça, c'est mu fois lambda x fois x. C'est bon? Et y, c'est aussi mu fois x. Voilà ce que j'obtiens donc comme unité. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit de simplifier par x? La réponse est oui, il est différent de 0. Mais aussi différent de 0, pourquoi? Parce que y est différent de 0. Y est différent de 0, ça veut dire ça différent de 0, et ça est différent de 0. Donc, sinon, vous écrivez y tout simplement. D'accord? Lambda x fois y, ça c'est y, il est supposé différent de 0. Voilà, ça vous laisse donc lambda y égale lambda x. Que se passe-t-il sinon? C'est-à-dire lorsque vos vecteurs sont libres? Eh bien, f de y, lui, est égal à lambda y point y, et f de x est égal à lambda x point x. Les vecteurs là, ils sont supposés libres.
Alors l'image de x, c'est un vecteur comme ça. Et l'image de y, c'est un vecteur comme ça. D'accord? Ça c'est f de x, ça c'est f de y. Il faut vous montrer que le rapport, d'accord, là, c'est le même rapport ici. Alors pour ça, il faut travailler peut-être avec un vecteur auxiliaire. Hein. Si je vais travailler avec x plus y, voilà, ça c'est x plus y. Donc f de x plus y, lui aussi, c'est un lambda, indice x plus y fois x plus y. Donc ça, disons que c'est l'image. Mais je peux utiliser la linéarité de ce côté-là et ça me donnera f de x plus f de y, valeurs qui sont égales respectivement lambda y point y plus, non, là c'est x, d'accord? Et là c'est y. Et je vais éclater ici, c'est mieux. Donc lambda x plus y point x, lambda x plus y point y. Oui, alors ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je suis devant une famille libre. Alors face à une famille libre, j'avais dit qu'on peut identifier les coefficients. D'accord? Ça, c'est exactement le coefficient de x là, c'est le coefficient de x là, et le coefficient de y ici, c'est le coefficient de y. D'accord? Ça c'est dû à quoi? Donc, alors, puisque la famille xy est libre, on aura lambda x égale lambda x plus y et lambda y égale lambda x plus y. Voilà, ça termine la démonstration. Hein? Il s'agit du même scalaire. Voilà, c'est bon. Alors, pour l'exercice 4, on vous donne deux projecteurs qui commutent, c'est-à-dire en paire en Q égale Q en P. On vous demande de montrer que PQ est nécessairement un projecteur. Là, on utilise quelle propriété? Eh bien, la caractérisation de projection. D'accord? Quand est-ce qu'on a une projection? Eh bien, lorsqu'on est face à un endomorphisme, et en plus de ça, la caractérisation c'est quoi? C'est P carré égale P. Voilà autre proposition. D'accord? Endomorphisme, P carré égale P, ça vous donne une projection. Il faut donc montrer, bon, linéaire, la composée de deux applications linéaires est linéaire. Ça c'est, on ne parle pas de ça. Donc il faut juste s'assurer que PQ au carré est égal à quoi? Est égal à PQ. Pour ça on calcule. Alors PQ au carré c'est quoi par définition? On avait dit c'est PQ fois PQ. U au carré c'était U fois U. C'est juste une notation. Hein. D'accord? Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire pour utiliser ça? On va ramasser ce Q avec ce P là. Donc ça nous donne QP fois Q. Et QP c'est quoi? C'est PQ. D'accord? QP c'est PQ. Et maintenant je ramasse le P avec le P et le Q avec le Q. P au carré c'est quoi? C'est P. Q au carré c'est Q puisque ce sont deux projections. Ça y est, ça termine donc notre première question. En deuxième question, on vous demande de montrer que le noyau de PQ est égal au noyau de P plus celui de Q. Là, plusieurs propriétés pratiques s'imposent. Ça va la comparaison des noyaux comme ça. D'accord? Quelque chose de général. D'accord? Général. Si vous avez non seulement P, hein, vous avez V de x égale 0, alors vous pouvez composer par n'importe quel U. Qu'est-ce que ça vous donnera? U de V de x est égal à U de 0, et U de 0, on parle d'application linéaire, hein, d'accord? Ça nous donnera 1, 0. Ça, en termes ensemblistes, hein, le x elle est où ici? Là, c'est donc R de V. L'autre côté, le x il est où? Quart de UV. Qu'est-ce qu'on vient de montrer ici?
Bien, on vient de montrer que cœur de V est inclus dans cœur de UV. Pour n'importe quelle application linéaire, le chef d'arbre et projection ou l'endomorphisme, d'accord? Cœur de V est inclus dans cœur de UV, d'accord? Donc, ça va de soi, hein, يعني نتوما في البروبر تقدروا مثلا بلا ما تجبدوا هادشي جينيرال نخدموا ديريكت ندخل في بينيشن. دونك شنو عندك هنايا؟ Cœur de P est inclus dans quoi? Dans cœur de QP. Mais QP, on vous donne, c'est aussi PQ. D'accord? Et la même chose, si vous remplacez le V par le Q, c'est inclus dans cœur de quoi? Donc là maintenant c'est Q, et là ce sera P. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on est là? On est face à deux sous-espaces du même espace. Cœur de PQ. Alors deux sous-espaces du même espace, leur somme est encore un sous-espace. Les propriétés sur les espaces vectoriels, d'accord? La somme de deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Ça veut dire quoi? Un sous, ça veut dire, on a donc quelle inclusion? Eh bien, la somme est un sous-espace de l'espace cœur de PQ. Donc, ce qui reste à montrer là, c'est plutôt l'autre inclusion. D'accord? Pour montrer l'autre inclusion, on se donne un x là, il faut montrer qu'il s'écrit nécessairement comme somme de deux vecteurs là et là. D'accord? Soit x dans cœur de PQ. D'accord? Il faut montrer que x s'écrit un A dans cœur de P plus un B dans cœur de Q. Donc faisons une petite analyse là. C'est quoi x appartient à cœur de PQ? Ça veut dire que P de Q de x est égal à 0. Lecture ici. Ce Q de x, elle est située où? Ça veut dire que Q de x, elle est dans cœur de P. C'est bon? Q de x dans cœur de P, c'est peut-être la contribution qu'on cherche pour le x. Donc on va oser un petit peu, écrivons x égale à quoi? Q de x, donc j'ai déjà une moitié qui est dans cœur de P, plus le reste. Alors le reste, je ne suis pas libre, c'est nécessairement x moins Q de x. Alors celui-là, il est bien, on vient de voir qu'il est dans cœur de P. Et la question qui se pose, ce qui reste, est-ce qu'il est dans cœur de Q? Regardons un petit peu la chose. Est-ce que x moins Q de x appartient à un cœur de Q? Eh bien là, c'est par définition, on a les propriétés de la projection Q. Quand on a des projections Q, on avait écrit x égale à quoi? Q de x plus x moins Q de x avec Q de x dans cœur de Q. D'accord? Je réécris la propriété ici. Plus x moins q de x, ça c'est dans l'image de q, et ça c'est dans le noyau de q. Ça c'est déjà vu concernant les projections. C'est bon? C'est ce qu'on voulait, voilà. Il appartient à un quart de q. Voilà, c'est écrit texto. Hein? Un vecteur dans cœur de P plus un vecteur dans cœur de Q. Ça y est, ça démontre l'autre inclusion. D'accord? Donc, réciproquement, si vous voulez. Hein. L'autre inclusion. Voilà. On vous demande aussi cette égalité. Alors, l'image de PQ égale l'intersection. Là encore, des petites choses s'imposent. Hein. Donc, de façon générale, l'image de PQ est inclue dans l'image, donc l'image de UV est inclue dans l'image de U. Ça, on l'avait déjà signalé peut-être lorsqu'on préparait la leçon sur le rang d'une application linéaire peut-être. Je rappelle ici, un élément là est écrit comment? C'est UV d'un certain X, donc c'est U de V de... C'est U de quelque chose, et donc c'est l'image, elle appartient à l'image de U. C'est une image par U. Voilà, tout simplement. Ça termine donc
l'inclusion. Donc, ce que je viens là, ça montre que l'image de PQ est un sous-espace de l'image de P. Et en inversant ici, puisque PQ égale QP, ça montre l'autre inclusion. Donc ça, c'est un sous-espace de l'image de P et de l'image de Q. Donc, il est inclus dans l'intersection. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'autre sens. Je prends un Y dans l'image de P, inter l'image de Q. Pourquoi est-ce que Y appartient à l'image de PQ? D'accord? Voilà le sens qui nous intéresse. Ça, c'est pour démontrer, si on démontre ça, on a le droit d'écrire donc l'image de P inter l'image de Q est inclus dans l'image de PQ. Alors, raisonnons. Donc, il est dans l'intersection, ça veut dire que Y c'est un P d'un certain X. Alors, on veut que ce soit dans l'image de PQ. Donc, c'est aussi, en mettant 1 ici, c'est mieux. Et c'est aussi l'image par Q. Donc, c'est Q de B. Bon, je ne sais pas laquelle va nous aider. Donc, on veut PQ, donc on va composer par P. Alors, P de Y égale P carré de A, c'est-à-dire P1, puisque P est une projection. Normalement, c'est P carré. Et là, c'est PQ de B. Et P carré de A, c'est quoi? C'est P de A. Et P de A, c'est Y. Voilà, c'est bon, ça marche. Voilà. Y, c'est une image par PQ. D'accord? Ça y est, ça termine la démonstration.